de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Trésor de la chaîne citoyenne. C'est parti pour le journal. Page politique de cette édition, la délégation ministérielle dépêchée pour la seconde fois à Mondou le 7 juin 2025 à la suite du massacre survenu à Mandakao dans la province du Logone occidental a regagné la capitale hier 9 juin. L'avion transportant les officiels s'est posé en fin de matinée à l'aéroport international Hassan Diamous. Le reportage de Oumana Filbert. Il était un peu plus de midi lorsque l'avion officiel touche la tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. À sa sortie, le général de corps d'armée Ali Ahmad Habaj, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, salue brièvement les autorités venues l'accueillir. Il revient d'une mission délicate et cruciale à Mondou, épicentre des tensions consécutives au tragique événement du 14 mai à Mandakao. À côté, une forte délégation gouvernementale. Toutes ont sillonné les localités impactées, multipliant les consultations avec les populations, les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité. Pendant 2 jours, les membres de la délégation ont écouté, rassuré et conseillé et surtout posé les bases d'un dialogue durable entre les communautés. Le séjour s'est voulu porteur des messages clairs. L'État reste aux côtés des populations et aucun effort ne sera ménagé pour garantir la paix et la stabilité. À sa descente d'avion, le ministre Habaj s'est exprimé en des termes d'assurance et de responsabilité. Cette mission traduit la détermination du gouvernement à apaiser les tensions, à rassurer la confiance et à encourager la cohésion sociale. Nous avons écouté les différentes parties et des engagements concrets ont été pris. Parmi ces engagements, la signature d'accords entre les 2 principales communautés concernées, des engagements mutuels pour préserver la paix, renforcer la cohabitation pacifique et tourner définitivement la page de la violence. Mission accomplie donc pour la délégation gouvernementale qui quitte Mondou avec la conviction d'avoir jeté les bases d'un apaisement durable. Reste maintenant à transformer les promesses en actes et les engagements en réalité sur le terrain. Le retour à la paix à Mandakao demeure un impératif national. Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, a briefé 15 ambassadeurs sur l'évolution de la région. Dans son rapport, il salue les avancées au Tchad, au Gabon et à Sao Tomé, ainsi que les progrès de la CEAC et l'engagement croissant des pays en faveur du multilatéralisme. Cependant, il alerte aussi sur l'insécurité persistante dans le bassin du lac Tchad et les régions des Grands Lacs, ainsi que sur les risques liés aux restrictions budgétaires de l'ONU qui pourraient compromettre les efforts en cours. Le commentaire de Ketem Frida. Les premières satisfactions pour l'ONU sont le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad et au Gabon, même si l'organisation restera vigilante à propos de la mise en œuvre de la décentralisation et du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion au Tchad, puis de la réforme du système judiciaire au Gabon. Elle se félicite des récents développements des institutions de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et du lancement de sa zone de libre-échange en août 2025. Enfin, le rapport applaudit tous les exemples des pays de la région engagés dans des démarches multilatérales. Cependant, l'ONU déplore l'insécurité persistante dans le bassin du lac Tchad et dans la région des Grands Lacs, dénonçant notamment les attaques de drones chargés d'explosifs par les groupes affiliés à Boko Haram, et elle plaide pour le maintien de la force multinationale mixte qui a été forcée de quitter le Niger. Les Nations Unies constatent le conflit persistant entre le Rwanda et la RDC et soutiennent aussi les initiatives de paix en cours. Par ailleurs, l'ONU note aussi le danger de la désinformation massive au Cameroun. Enfin, Abdou Abari a mis en garde sur le manque de financement causé par la crise budgétaire de l'ONU, qui pourrait aggraver la situation humanitaire dans les zones où les Nations Unies prennent en charge des réfugiés qui ont fui le Soudan, par exemple.
Les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains ont atteint un nouveau record au cours des 5 premiers mois de l'année. Les exportations de la Chine vers le continent ont grimpé de plus de 12%. Alphonsine Madjilem nous fait le commentaire. La République populaire de Chine tient le record en termes d'échanges commerciaux en Afrique. Les exportations de la Chine vers l'Afrique ont augmenté de 12,4% en glissement annuel de janvier à mai pour atteindre 963,21 milliards de yuans, soit environ 134 milliards de dollars américains, ce qui représente désormais 5,4% du commerce extérieur total du pays. Cette augmentation se justifie en grande partie par la restriction des mesures imposées par les États-Unis. La Chine reste l'unique voie pour les échanges commerciaux pour l'Afrique, ce qui fait d'elle le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, a affirmé le ministre assistant chinois du commerce Tang Wenhong. La Chine s'inscrit désormais dans une stratégie globale visant à créer des dépendances et interdépendances qui rendent les pays et les régions productives à soutenir les ambitions mondiales. Cependant, la question que l'on se pose est de savoir à quoi s'attendent les relations commerciales Chine-Afrique. Les dirigeants africains doivent créer des climats favorables pouvant attirer d'autres investisseurs afin de pallier une éventuelle surproduction de la Chine. Les économies africaines, notamment le baril de pétrole, les produits agricoles, etc., pourraient porter un coup fatal à la croissance économique du continent si la Chine arrive un jour à enregistrer une surproduction de ces produits subventionnés. En éducation, l'université La Francophonie a lancé les épreuves terminales du second semestre de l'année académique 2024-2025. Cette session ordinaire constitue une étape déterminante dans le parcours académique des étudiants. Le reportage de Mbaïnadji Nicolas. La cérémonie a été présidée par le docteur Fourissou Bibila Marcel, président du jury entouré de son équipe pédagogique. En donnant le coup d'envoi des examens, il a tenu à souligner l'engagement collectif ayant permis l'organisation rigoureuse de ces évaluations. Au total, 2000 étudiants, toutes filières et promotions confondues, de la première année à la troisième année, prennent part à ces épreuves. Celles-ci couronnent 9 mois de formation intense et symbolisent bien plus qu'un simple contrôle des acquis. Elle incarne la rigueur, la discipline et l'exigence académique prônée par l'institution. L'université La Francophonie fait partie des universités privées qui fonctionnent déjà il y a quelques années. Et plus de 2000 étudiants sont appelés aujourd'hui à composer les épreuves de la session normale du second semestre. L'équipe jury et l'administration de l'université La Francophonie sont à pied d'œuvre depuis longtemps et nous avons veillé à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Rappeler aux étudiants toutes les dispositions compromettant au bon déroulement des épreuves. Il est strictement interdit aux étudiants de communiquer pendant le déroulement des épreuves. C'est ce qui peut naturellement annuler la matière concernée. Et toute fraude avec une preuve à l'appui est considérée comme une sanction la plus sévère. Et là, ça annule la session. À l'issue de la cérémonie de lancement, le président du jury, accompagné du recteur de l'université, a effectué une tournée dans plusieurs salles d'examen. Objectif, encourager les candidats, rappeler le respect strict des consignes et les inviter à aborder cette étape avec calme, concentration et intégrité. Ces épreuves ne valident pas uniquement des connaissances, elles forgent également des esprits préparés à relever les défis du monde professionnel. À l'université, la francophonie, l'excellence n'est pas un slogan, mais une exigence, a-t-il conclu. Parlons santé à présent. En cette saison de pluie, un spectacle inquiétant se répète dans plusieurs artères de la capitale tchadienne. Des enfants insouciants s'amusent dans des flaques d'eau stagnantes. Pourtant, ces eaux sales constituent un nid à maladie, exposant ces jeunes à des graves risques sanitaires. Le sujet a attiré l'attention de notre reporter Vunba Kiobe avec le récit de Natacha Mabey.
Ils sont des centaines à jouer dans les eaux stagnantes et dans les bassins de rétention ou les carrières d'eau créées dans la cité capitale. Ces eaux contiennent plusieurs maladies à risque infectieuses et parasitaires qui sont le principal danger de la baignade dans les eaux douces. Ils ignorent ce qui peut se développer à long terme dans leur organisme. Ces cas sont beaucoup plus observés dans les pays tropicaux. Ces enfants accourent plusieurs risques de maladies infectieuses. Médecin généraliste Kanabé Benoît explique ces conséquences liées aux maladies hydriques. L'eau stagnante va favoriser les infections. Et ces infections, ce sont des infections bactériennes, c'est-à-dire que c'est les bactéries, les parasites. Et donc, par exemple, les Escherichia coli, les salmonella, la fièvre typhoïde et les giardiases, et ça va provoquer parfois des diarrhées, surtout chez les enfants. Et ça va aussi provoquer des maladies vectorielles, surtout les moustiques, parce que ça va attirer les moustiques. Et ces moustiques vont donner donc le paludisme, qui est donc une pathologie qui fait rage et qui est la première cause de consultation. Et aussi ça peut donner des dengues, ça aussi se transmet par les piqûres de moustiques. Et on peut avoir aussi des affections dermatologiques, les mycoses, et les infections fongiques, s'il y a une porte d'entrée. Les baignades dans les eaux stagnantes peuvent être dangereuses en raison de la présence des bactéries, des parasites et des virus qui peuvent être nocifs pour la santé humaine, conseille le médecin généraliste. Les mesures de prévention, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est d'éviter à ces enfants de s'amuser. Il faut privilégier de l'eau. Si les enfants peuvent s'amuser peut-être dans ces eaux, que ce soit dans des piscines et autres là. Mais ce qui est important, il faut sensibiliser ces enfants ou bien les parents sur l'importance et surtout le problème que posent les eaux stagnantes et les maladies, puisque c'est source de maladies. Donc il faut sensibiliser surtout les parents. Pour la protection sanitaire des enfants qui s'amusent dans les eaux malsaines, il serait important aux parents de prendre conscience, question de les empêcher à y aller, car l'effet de ces maladies sur le corps humain peut conduire à la mort. Page religion de cette édition, la jeunesse évangélique africaine JEA de l'église évangélique au Tchad numéro 26 de Gassi a pris d'assaut les locaux du groupe Electron Média ce matin pour procéder à la salubrité de la chaîne. Faisons le point avec Vunba Kiobe avec le récit de Yaki Lydia. La jeunesse évangélique africaine de l'église baptiste de Gassi, dans le 7e arrondissement, est venue ce matin nettoyer les locaux d'Electron Group Média. Ils étaient une quarantaine à faire ce travail de salubrité. La JEA est un mouvement de la jeunesse africaine qui a pour objectif de former les jeunes sur le plan spirituel et de gagner des âmes à Christ. Ils œuvrent également dans le domaine social. C'est fort de cet objectif qu'ils sont venus nombreux rendre propre les coins et recoins de la chaîne citoyenne, cette institution pour la rendre plus agréable et résiliente. Le mouvement s'appelle la JA Jeunesse évangélique africaine qui a pour but principal de gagner les âmes et de les former pour l'œuvre du Seigneur. C'est des jeunes qui seront dans l'avenir utiles pour la société. Nous les formons sur le plan spirituel, nous les formons sur le plan social, nous les formons également sur le plan physique et social. Donc nous œuvrons dans ce domaine. D'où l'objectif aujourd'hui, c'est l'un des aspects de ces objectifs que nous sommes là, qui est le social. Faire la salubrité dans ces locaux, qui est l'Electron TV. Pour les membres de ce mouvement chrétien, ils sont venus accomplir leur devoir de citoyenneté. Ce mouvement nous a vraiment beaucoup appris et même la Bible nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et voyant que nous sommes venus et qu'on a mis nos dons au service de ETV, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes de la troupe de Gassi en direction vers ETV pour faire un service chrétien car notre mouvement nous le recommande. Ce que nous venons de faire, c'est un service chrétien. Ça nous permet de faire luire la lumière comme nous sommes une lumière, de faire voir au monde entier ce que nous pouvons faire. Le représentant d'Electron Group Média, Doko Clément Abaïfouta, s'est dit ravi de cet acte que la jeunesse évangélique africaine a posé au sein de cette institution. Au nom du PDG
Et en mon nom personnel, je voudrais vous dire sincèrement merci. Et que ce ne soit pas la dernière, que nous puissions garder ce contact. C'est votre télé, c'est un instrument de communication, c'est vrai, mais nous avons aussi une radio, vous pouvez passer, présenter ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un sketch, ça peut être également, on peut vous inviter pour des débats, mais dans le cadre, n'est-ce pas, de ce mouvement. Pour la jeunesse évangélique africaine, faire la salubrité dans les institutions privées et publiques et secourir les personnes qui sont dans le besoin est un service chrétien. Sport au bas de cette édition, le Portugal a remporté sa deuxième Ligue des Nations après celle inaugurale en 2019. Les Lusitaniens ont dominé leurs voisins, le tenant du titre espagnol, après prolongation 5-3 au tir au but. Dimanche à Munich, Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo ont marqué avant que le gardien Diego Costa ne soit décisif en arrêtant le tir au but d'Alvaro Morata. Ndjeka Osemevaris revient sur les temps forts de ce match avec le récit de Mbaye Sadok. Le Portugal a remporté la finale de la Ligue des Nations en dominant l'Espagne au tir au but dans une finale de haut niveau. Dimanche à Munich, le Parisien Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo avaient répondu à Martin Zumadi et Mikel Oyarzabal. Les Portugais soulèvent leur second trophée dans la compétition après celui de 2019. Tenante de cette Ligue des Nations et championne d'Europe en titre, l'Espagne pourra nourrir des regrets. Après leur entrée convaincante en demi-finale, les Espagnols ont cependant pris l'ascendant en mettant le pied sur le ballon au milieu de terrain, où Fabien Ruiz a débuté. Un but de vieux, briscade, l'émotion des gamins, le paradoxe, Ronaldo continue de porter le Portugal. Dominé et mené au score, les Portugais ont toutefois vite réagi et surtout égalisé sur une frappe croisée rasante de Nuno Mendes pour un premier but personnel en 37e sélection. L'intensité et la qualité des débats sont encore montées d'un cran et l'Espagne a haussé le ton. Elle est repassée devant juste avant la pause grâce à Oyarzabal après une pressée centrale de Pedri. Roberto Martinez, sélectionneur espagnol du Portugal, a revu sa copie à la reprise et lancé Nelson Semedo ainsi que Ruben Neves et son équipe a mieux rivalisé dans l'entrejeu. Le brillant Nuno Mendes a déposé le discret de Yamal sur la gauche avant d'adresser un centre dont a profité Cristiano Ronaldo de marquer ses 138e buts en équipe nationale à galvaniser ses coéquipiers comme les milieux de la Seleção. La France termine la Ligue des Nations avec les honneurs, malgré une prestation assez confuse. L'équipe de France est tout de même parvenue à prendre la 3e place de la compétition en battant l'Allemagne 2-0 grâce à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé. En bouclant la saison sur une note positive, mais le jeu des Français a été dans l'ensemble d'une grande pauvreté en première période. Les tricolores étant dominés dans les duels et manquant de maîtrise technique avant de bénéficier de nombreux espaces laissés par les Allemands après la pause. Ce match ne restera donc pas dans les chroniques, tout comme cette saison de transition pour la France qui s'attaquera à la rentrée aux qualifications du Mondial 2026. Et c'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.